Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE TV et c'est votre émission Tour du monde en 52 minutes. Cet après-midi, nous allons parcourir le monde à travers l'Afrique du Sud où nous allons parler de la vente des armes à la Russie. Washington pointe un doigt accusateur vers Pretoria. Mauritanie, législative et locale 2023. Test grandeur nature pour le pouvoir de Nouakchott. Nous irons en Serbie où les tueries à Belgrade. Forte mobilisation contre les violences. Et nous allons terminer par la Colombie où une vive polémique autour de la tournée africaine de la vice-présidente de Colombie. Pour en parler cet après-midi, deux invités. Il s'agit de Adebada, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir les internautes. Également avec nous, il n'est plus à présenter, il s'agit de Abdoulaye Hamzat, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Le premier sujet de cet après-midi nous amène en Afrique du Sud où la vente des armes à la Russie, Washington pointe un doigt accusateur vers Pretoria. Hamzat. Oui, je pense nous sommes au milieu de la crise ou au milieu de l'affrontement diplomatique entre les États-Unis et l'Afrique du Sud pour la simple raison qu'il y a la Russie au milieu. Alors, pour situer le contexte, c'est que depuis plusieurs mois, sinon depuis quelques années, pour être plus précis, il y a une vive tension entre le monde occidental et la Russie, avec en ligne de mire la guerre en Ukraine. Guerre orchestrée par Vladimir Poutine, donc, qui s'est mis à dos la planète entière, excepté quelques États. Alors, l'Afrique du Sud est un partenaire au même titre qu'un autre État de la Russie. Et il faut rappeler que l'Afrique du Sud maintient de très bonnes relations avec le régime de Vladimir Poutine, et même bien avant, parce que si on revient vers les années post-apartheid, ou même durant l'apartheid, la Russie faisait partie de ces États qui soutenaient l'Afrique du Sud contre vents et marées. Et on se rappelle, les Occidentaux... Oui, mais quand vous dites Afrique du Sud, vous voulez parler de l'ANC, pas seulement Afrique du Sud. Oui, parce bien, que... bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est l'ANC qui a repris le flambeau au sein de cette gouvernance sud-africaine et ça a perdu depuis plusieurs années. Donc, au milieu de la tourmente, l'ANC n'avait quasiment pas de soutien, si ce n'était que le soutien de cette Russie ou le soutien de quelques États du Sud comme Cuba et j'en passe. Donc, aujourd'hui, le contexte, c'est la guerre en Ukraine. Et les Occidentaux, comme on le sait, essaient de peindre en noir la Russie de Poutine, c'est-à-dire si vous êtes un allié potentiel de Poutine, eh bien vous êtes potentiellement un ennemi de l'Occident. Et le sujet qui fâche, c'est bien sûr l'envoi ou non de ces armes envers la Russie. Alors la question pour moi est de savoir, est-ce que l'Afrique du Sud est tout d'abord habilitée à envoyer des armes ou non envers la Russie? Parce que envoyer des armes, ce n'est que du commerce à une haute échelle, si on l'entend. Est-ce que l'Afrique du Sud
est habilité à faire du commerce avec la Russie. Vous allez comprendre avec moi que c'est oui, parce que l'Afrique du Sud, c'est un État souverain, c'est un État qui, comme tout État, peut choisir ses partenaires et choisir aussi la qualité de son partenariat. Donc, ça s'entend. Aujourd'hui, on accuse l'Afrique du Sud de faire justement ce commerce d'armes fait la Russie en pleine guerre d'Ukraine. Je peux comprendre les accusations de l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, mais ce que je ne comprends pas, par contre, c'est cette ingérence dans les questions d'État. Est-ce que nous sommes toujours à l'ère de la colonisation? Est-ce qu'un ambassadeur, un représentant diplomatique est obligé ou a tout de même ce luxe de pouvoir opiner sur le type de partenariat qu'un État souverain, il faut le rappeler, mène avec un autre État, ce qui me semble tout de même biscornu et tordu. D'accord. Je finirai là-dessus. Non, vous n'allez pas finir parce que vous n'allez pas terminer tout le débat maintenant parce que nous ne sommes que à l'entame de l'émission, donc vous aurez le temps de développer vos théories tout au long de l'émission. Je me retourne vers Monsieur Adebada. Est-ce que, sans véritablement avoir des preuves, croyez-vous que l'ambassadeur américain près l'Afrique du Sud pouvait lâcher une telle bombe sans le hockey qui vient de Washington? A priori, non. L'ambassadeur ne peut pas avoir agi sans avoir l'aval de son État, ou plutôt de son ministère de tutelle. Mais nous sommes dans un contexte vraiment compliqué actuellement, parce qu'il y a les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, la Chine, qui sont en train de constituer un pôle économique très fort. Et ça n'arrange pas les Occidentaux, qui, de tout temps, ont dominé le monde outrageusement. Alors, à côté de ça, nous avons ce besoin de déstabilisation pour que la mise en place d'un tel bloc ne se concrétise pas. Parce que le monde a toujours été monocolore. Et depuis l'avènement de la guerre en Russie, avec cette interpellation plus ou moins musclée de Vladimir Poutine, de ce qui se passe au niveau politique et économique dans le monde, nous apercevons que les Occidentaux ne sont pas aussi puissants qu'ils veulent le faire croire. Et plus les jours passent, leur puissance est en train de chuter. Alors, ils ont tout fait de trouver des palliatifs ou des raisons pour pouvoir nous rappeler qu'ils sont là et qu'ils sont toujours aussi forts qu'ils prétendent l'être. Alors, aujourd'hui, quand on accuse l'Afrique du Sud est un des pays africains, qu'on le veuille ou non, même si l'apartheid est passé par là et que les Occidentaux y ont une certaine mainmise. La mainmise occidentale, depuis l'avènement depuis la sortie de Mandela, et malgré toutes les concessions qu'il a pu faire, a connu un frein. Donc, un coup d'arrêt, ce qui n'arrange pas forcément les Occidentaux. Alors, ils se disent, si on peut aujourd'hui avoir de notre côté un des pays phares de l'Afrique, qui est l'Afrique du Sud, en lui montrant nos muscles, en disant, si vous ne nous suivez pas, nous vous affaiblissons, parce que derrière, il y a la participation de l'Afrique du Sud à l'AGOA, qui est une source de manne financière très, très importante, et dont l'absence va certainement affecter l'économie sud-africaine. Donc aujourd'hui, rappelez à l'Afrique du Sud que vous ne pouvez pas faire ça envers la Russie, c'est lui dire nous sommes suffisamment forts pour faire de vous ce que nous voulons. Mais l'autre aspect de la question, et Hamzat l'a dit tout à l'heure, est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas libre de commercer avec qui elle veut? De deux, est-ce que cette Afrique du Sud, aussi puissante soit-elle, a aujourd'hui la capacité de fournir des armes de pointe à cette Russie, qui est une des premières puissances militaires du monde? C'est la question qu'on se pose. Alors, cette sortie de l'ambassadeur américain, est-ce qu'on peut considérer ça un peu comme un genre de ballon d'essai? Ballon d'essai, est-ce que cette sortie également peut fragiliser un peu la position de l'Afrique du Sud au niveau des BRICS? Ou alors c'était juste pour voir la réaction des autorités de Pretoria? Je n'appelle pas ça un ballon d'essai, je dirais plus un ballon de baudruche qui est dégonflé, dans la mesure où les États-Unis n'ont pas d'injonction à faire à un État souverain. Ça n'existe nulle part.
Et si ça se fait, c'est que il y a encore cette tendance néocoloniale qui prédomine au sein de cette sphère occidentale. Et on se pose énormément de questions dans la mesure où, en pleine guerre d'Ukraine, premièrement, on avait déjà vu des États occidentaux mettre la pression, littéralement, hein, je pèse mes mots là-dessus, mettre la pression à des États africains en ce qui concerne leur vote au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de l'Assemblée générale. Ça interroge. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a assisté littéralement à un procès à ces États qui ont voté contre les résolutions en question ou qui ont voté la neutralité. La neutralité. Et là, ça renforce encore l'idée selon laquelle le monde ne serait pas libre. Et Adébada a bien fait de le rappeler. Il a parlé d'un monde unicolore, c'est-à-dire diplomatiquement, on veut amener l'orientation des relations envers la pensée unique qui est la pensée occidentale, bien entendu. Et on peine à accepter une autre orientation politique, diplomatique, commerciale, et j'en passe. Pour revenir à votre question, et surtout à la question des BRICS aujourd'hui, il faut aussi noter que dans quelques mois, il y aura un sommet des BRICS. Et ce sommet verra probablement la participation de Vladimir Poutine. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de provoquer les États-Unis par rapport à l'Afrique? Et c'est l'Afrique du Sud qui va abriter ce sommet. Hein? C'est-à-dire, la réaction escomptée de l'Afrique du Sud serait peut-être celle-là, et qui va conduire petit à petit à une brouille diplomatique, ce qui serait stratégique, bien entendu, pour laisser le terrain pour que Vladimir Poutine puisse être présent au sommet librement. Sans autre forme de procès. Et là, moi, j'appelle ça une stratégie vraiment bien pensée. Mais attendons de voir l'aboutissement pour voir. Et je crois qu'il y a eu de l'évolution par rapport à cette information. Les autorités sud-africaines ont démenti dans un premier temps. Ensuite, ils ont demandé des explications à l'ambassadeur. Nous allons arriver à ce point au cours de ce débat. Là, je me retourne vers M. Adébada. Nous avons constaté que aussitôt cette information a été rendue publique, nous avons assisté à la chute du rand. Alors, tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, le rand aujourd'hui se valorise par rapport au dollar. Et comme dans beaucoup de nos pays, nos monnaies sont valorisées ou bien ont pour référence le dollar. L'euro essaie de se substituer au dollar, mais ça ne marche toujours pas. Alors, cette information montre que l'Afrique du Sud n'aura plus à participer à l'AGOA, mais ne va pas jouir de la subvention de l'AGOA, et qu'au niveau des flux commerciaux, il y aura une chute parce que les États-Unis vont forcément boycotter pour montrer leur désapprobation et sanctionner l'Afrique du Sud. Alors, les gens sont déjà en train d'anticiper ce qui pourrait se passer et de se tourner vers d'autres sources, parce que l'Afrique du Sud est aussi une source, est aussi un pays consommateur, tout comme les États-Unis, puisque c'est un flux qui se compense de part et d'autre. Et les gens déjà sont en train de penser à d'autres réalités pour pouvoir éviter de se retrouver dans un vide au niveau des échanges commerciaux. Donc c'est ça qui fait que on assiste à une chute du rand. Vivement que nos pays africains puissent avoir leur propre monnaie pour qu'on puisse éviter de se retrouver dans des situations où le plus fort manipule ou impose sa volonté. Oui. Alors, tout à l'heure, Adébada parlait de la participation de l'Afrique du Sud au programme commercial AGOA. Est-ce que la rage ou alors la fureur des États-Unis peut conduire à la perte de ce programme au niveau de l'Afrique du Sud? Alors, nous sommes au XXIe siècle et il faut rappeler avant le début du XXIe siècle, l'arme de dissuasion dont disposait l'Occident était généralement l'arme atomique, c'est une arme de dissuasion. Mais en 2021, ça n'a plus aucun sens au sein des relations internationales, au sein du monde diplomatique. Aujourd'hui, l'arme de dissuasion, et ça c'est peut-être ma théorie de certains professeurs d'université en sciences politiques et des relations internationales, aujourd'hui l'arme de dissuasion dont disposent justement les Occidentaux, c'est l'exclusion.
Ce n'est plus les sanctions. On a cru à tort que les sanctions étaient aussi devenues une arme de dissuasion. Non, on ne sanctionne plus. On exclut. Si vous ne faites plus partie du jeu international, si vous allez à l'encontre de nos principes, si vous pensez différemment de notre pensée, on vous exclut. Vous avez vu avec la Russie qui a été littéralement exclue du jeu mondial. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous exclut du jeu commercial, on vous exclut du jeu politique, on vous exclut des paramètres sportifs. Oui, Hamzat, vous gardez la parole, mais donc, oui, l'Afrique du Sud est-ce risque... que ces exclusions-là ne jouent pas quand même sur ces pays-là? La question est de savoir justement si l'Afrique du Sud est exclue aujourd'hui. Si l'Afrique du Sud est exclue aujourd'hui, est-ce que cela ne favoriserait pas l'entrée en jeu d'un nouveau courant de pensée? Et je rappelle encore, les BRICS, ce n'est pas qu'économique. Les BRICS, ça englobe une autre forme de pensée économique, politique, diplomatique et communicationnelle également. Donc, c'est toute une autre forme de pensée. Si l'Afrique du Sud aujourd'hui est exclue de ce giron qui leur permet tout de même de bénéficier de certains avantages commerciaux avec les pays occidentaux et les autres pays du monde, eh bien, c'est que l'Afrique du Sud a un plan B. Le plan B, c'est les BRICS, évidemment. Et si le rand a chuté, ce n'est pas pour rien. Le rand est adossé quelque part au dollar. Mais voulant sortir aussi de ce joug qui perdure, eh bien, l'Afrique du Sud fait le bon choix déjà d'être présent au sein des BRICS, d'être déjà un des membres fondateurs des BRICS. Et aussi, j'appelle ça de l'intelligence stratégique et économique, c'est-à-dire la dynamique dans quelques années penche en faveur du yuan ou de la monnaie russe. C'est ça la nouvelle dynamique le rouble, exactement. C'est ça la nouvelle dynamique qui est en train de se dessiner. Donc, quand vous êtes face à l'histoire, vous avez le choix. Soit vous faites le choix de la mise sur l'avenir, soit vous faites le choix de la continuité qui pourrait peut-être vous enfoncer. Et aujourd'hui, moi, je suis convaincu que l'avenir, c'est pas le dollar. On est certain que l'avenir n'est plus le dollar. Et quand l'avenir n'est plus le dollar, cela voudrait dire quelque part que l'avenir, ce n'est plus les États-Unis, ce n'est plus l'Occident ou la pensée unique occidentale. Alors, on a assisté quand même à un certain rétropédalage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, où, entre griffes, l'ambassadeur est venu présenter les excuses. Des excuses mitigées. Des excuses mitigées, mi-figue, mi-raisin. Oui. Alors, à côté de ça aussi, il y a le président Cyril Ramaphosa qui décide de l'ouverture d'une enquête pour essayer de calmer Washington. Est-ce que quelque part, M. Adibada, Pretoria n'a pas peur de la colère de Washington? Non, n'en parlerons pas de peur. Parlons plutôt de cette volonté d'éclairer les choses et de montrer que la soi-disant livraison d'armes est tout simplement du domaine de l'utopie ou plutôt de l'illusion. Les gens seraient en train de prêter des idées à Pretoria. Aujourd'hui, c'est de la logique, hein. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Il y a certes pas de fumée sans feu, d'accord. Mais dites-vous aujourd'hui, quel est le pays qui pourrait offrir des armes à son second si ce n'est pas la Russie qui offrirait des armes à l'Afrique du Sud? Comment serait-il possible que l'Afrique du Sud... On ne parle pas d'offrir, on parle d'achat. Vendre, non. Oui, Vendre des armes, et comment on appelle ça, à la Russie. A priori, ça n'a pas de sens. Vous trouvez que c'est gauche? Oui. Des armes pourraient venir d'ailleurs. Oui, justement. Oui, des armes pourraient venir d'ailleurs, réceptionnées par l'Afrique du Sud, qui en retour décide de vendre ça. Oui, Hamzat, vous me regardez, moi je suis juste là pour poser les questions, et vous êtes là pour me répondre et pour donner des c'est là que je voulais en venir. Alors, il se pourrait qu'il y ait un pays X qui fasse passer des armes par... Peut-être des amis d'Hamzat. Non, écoutez, nous sommes tous amis de tout le monde, tous autant que nous sommes ici. Qui fasse passer des armes Monsieur Bada, vous ne maîtrisez pas les ramifications de Monsieur Hamzat sur ce plateau.
Je ne maîtrise pas des Voilà. ramifications, mais pour peu que nous sommes ensemble et nous discutons, je sais que nous sommes des amis de tout le monde. D'accord. C'est vrai que nous n'acceptons pas l'injustice ou que quelqu'un veuille s'imposer manu militari, mais nous restons dans le bon sens. D'accord. Alors, donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens pourraient venir d'un pays X, transiter par l'Afrique du Sud pour aller vers la Russie. Pourraient. Mais aujourd'hui, ce que nous attendons des preuves formelles de cette affirmation. Si Ramaphosa demande une enquête, c'est pour que les soi-disant allégations ne soient pas consolidées unilatéralement et qu'on vienne avec des preuves de tout genre nous dire que ce qu'on a affirmé est vrai. Si nous avons nos propres enquêteurs, on pourrait avoir des contradicteurs pour pouvoir peser dans la balance et montrer la bonne foi de l'Afrique du Sud et aussi le bon sens qui voudrait que l'Afrique du Sud maintienne sa position de neutralité bien qu'appartenant au BRICS. Est-ce que l'Afrique du Sud est vraiment neutre dans Oui, ce... mais De toutes les façons, on aura le temps d'en revenir est-ce que nous sommes neutres réellement dans la vie? au cours d'une autre émission. Deuxième sujet de cet après-midi, Mauritanie, législative et locale 2023, test grandeur nature pour le pouvoir de Nouakchott. Ils se sont rendus aux urnes le 13 mai 2023 pour ces élections. Alors, Oui, ces élections marquent un tournant dans l'histoire politique mauritanienne, dans ce sens où c'est un test grandeur nature avant la présidentielle. Et vous savez, c'est un pays qui est très souvent en proie à des violences et aussi à des troubles politiques, d'autres politiques aussi. et qui subit aussi de plein fouet maintenant le terrorisme aussi, Exactement, parce que la Mauritanie est située dans une région qui se prête souvent à ces allégeances des terroristes, Al-Qaïda, AQMI, ARPA et j'en passe. Donc, aujourd'hui, le défi principal de la Mauritanie, c'est peut-être un défi sécuritaire, mais aussi un défi d'intégration sociale et économique. Mais qui parle d'intégration sociale et économique parle aussi d'une intégration politique assez claire. Et je crois que c'est ça le véritable challenge de ces élections. Est-ce que le pouvoir va réussir son pari? C'est vrai, les élections se sont tenues, mais avec la complexité de ces élections, on parle d'une élection qui est fragmentée en plusieurs courants. Est-ce que ça va être un plein succès? Si je me réfère aux précédentes éditions, il y avait quand même eu un brouillard énorme en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne le dépouillement, en ce qui concerne aussi les résultats. Et on parle même de plus de 30% des bulletins qui ont été invalidés durant le processus de la dernière édition. Donc, c'est ça le véritable challenge au niveau de l'organisation et au niveau de la praticabilité de ces élections. Maintenant, on est aussi en train de revoir la composition de l'Assemblée nationale. Vous savez, le pouvoir législatif est un pouvoir qui est très important au sein d'une démocratie. Je ne dis pas que la Mauritanie est une pleine démocratie. Certainement, tout à l'heure, vous allez me dire si oui, la Mauritanie commence déjà par être une démocratie. Non, en termes de choix de démocratie, non, je pense que... Je dis pas encore de répondre, mais non, c'est une bien question. sûr, je vais y arriver. Donc vous allez chuter par là. Mais je chute en disant que les élections législatives seront un tournant décisif pour la prochaine élection présidentielle, en ce sens où si la majorité est maintenue par le pouvoir en place, eh bien, il y a de fortes chances que le changement que demande le peuple finalement n'arrive jamais. C'est-à-dire que ce soit ajourné au calendrier grec pour passer l'expression. Donc, moi, je trouve que c'est plus à l'opposition et surtout à la classe de ceux qui sont pour l'anti-esclavagisme qui jouent le premier rôle au sein de ces élections. Ils doivent tenter de glaner plus de points pour glaner plus de sièges. Donc. Mais aussi, je vais finir là-dessus, le mode électoral... Non, je ne vous laisse pas finir, parce que vous allez empiéter sur une question à venir. Je me retourne vers M. Bada. Le timing choisi par le pouvoir, est-ce qu'il est judicieux quand on sait que nous sommes quand même à un an de la présidentielle et que le pouvoir en place en ce moment au niveau de Nouakchott n'a pas des coudées franches? Oui, c'est parce que le pouvoir en place n'a pas les coudées franches et que le pouvoir se rend compte que tout peut lui échapper, qu'il essaye de voir, plutôt de jauger sa réalité sur le terrain. Qu'est-ce que je
pèse? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Alors, avec ces élections qui sont des élections de proximité, on pourra savoir à peu près ce que pense le Mauritanien lambda du pouvoir en place. Mais les problèmes essentiels de la Mauritanie sont connus de tout le monde. Il y a une pauvreté extrême et les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, quel que soit le pouvoir en place, il y a une clanisation. Oui, il y a une clanisation, oui. Avec l'esclavage qui perdure et tout. Et ça, c'est le monde arabe et j'en passe qui favorise ce genre de choses. Il faudrait qu'on trouve des solutions qui permettraient à l'individu lambda mauritanien de se sentir heureux. Aujourd'hui, je dirais même que le Mauritanien lambda s'en fout de qui viendra au pouvoir. Si tant est qu'il arrive à joindre les deux bouts et à manger. Parce que en dehors du fait de s'alimenter, nous avons l'instruction, l'éducation, je veux dire en général, puisqu'il y a un faible taux d'éducation, ce qui justifie le grand taux de bulletins nuls que nous avons au niveau des votes. Et mieux, les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils sont plus ou moins fatalistes en se disant, quoi que nous fassions, c'est eux qui reviendront au pouvoir. Donc, laissons passer. Laissons passer, comme vous dites. Alors, est-ce que le fait d'attribuer 11 sièges aux jeunes candidats de moins de 35 ans, est-ce que ce n'est pas un clin d'œil que le pouvoir en place a bien voulu faire à cette jeunesse? Il faut dire que c'est plus de 170 sièges. Voilà, à cette jeunesse, quand on sait quand même que la jeunesse, c'est quand même ce cocon-là qu'on maîtrise, difficilement. En réalité, ce pourcentage attribué à la jeunesse, en réalité, c'est une discrimination positive, comme on le dit en droit. Une discrimination positive en ce sens où le taux de représentation ou de représentativité de jeunes au sein de cet hémicycle est très faible. Donc, c'est une garantie d'avoir au moins une partie ou un certain nombre de jeunes au sein de l'Assemblée. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres sièges qui restent ne pourront pas être attribués aux jeunes. Mis à part la discrimination positive qui est réservée aussi aux femmes, parce que les femmes aussi, vous savez, au sein du monde arabe, c'est un peu très compliqué. Exclues la plupart du temps. Exactement, parce qu'il y a un patriarcalisme qui gangrène le système. Donc, cela voudrait dire donc il y a une sorte de dynamique, il y a une sorte d'allant pour, en tout cas, redistribuer les cadres au sein de cette politique. C'est pour ça que je soulignais au début que ça aura un rôle de réduction des cadres sociopolitiques. Et ça, c'est très fondamental pour les futures élections présidentielles. Je pense aussi que le pouvoir en place aujourd'hui en Mauritanie essaie de faire une politique de séduction. Ce n'est pas forcément une politique qui marche à tous les coups, parce que quand vous passez plus votre temps à marcher sur les intérêts de votre propre population et que à quelques mois des élections, vous essayez de faire quelques concessions, le peuple voit ça. Le peuple n'est pas dupe en réalité. Et je fais de rappeler ce que mon confrère vient de dire tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que en réalité, les Mauritaniens sont extrêmement pauvres. Et le degré de pauvreté a atteint un niveau où ce n'est plus forcément les élections qui sont attendues. Peu importe celui qui vient à la tête. Et ça, c'est illustrateur de ce qu'est aujourd'hui nos sociétés politiques en Afrique. C'est-à-dire, nous avons, et ça s'étend bien sûr à plusieurs États africains qui se retrouvent au sein de cette dynamique préélectorale, post-électorale aussi. C'est-à-dire, vous avez des politiques qui font la pluie et le beau temps, mais oublient l'essentiel qui est le peuple, qui est en réalité la situation sociale et économique de leur propre population. Et ça, c'est dramatique. Moi, je ne fais que le souligner, le constater autant que je le peux. C'est-à-dire, la politique doit troquer sa dynamique qui consiste à faire du spectacle au profit de la véritable dynamique qui est la dynamique populaire. Alors, pour sortir et vous gardez la parole, pour sortir du sujet mauritanien, est-ce qu'on peut dire que par ces élections, la Mauritanie est quand même un peu en train de renouer avec la démocratie, quand on sait quand même qu'il y a quand même eu des observateurs internationaux qui sont venus, des observateurs de la communauté dite internationale. Oui, la démocratie mauritanienne, pour prêter l'expression, est pour moi une sorte de démocratie à la Nescafé. C'est une démocratie qui se cherche en faisant référence. Africaine. Bon,
peut-être comme toutes les démocraties africaines, mais la spécificité mauritanienne est liée justement au tribalisme qui est très dominant. Vous avez des clans qui gardent le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir. Ils font et défendent. Exactement. Ils font et ils défendent également les rois. Et ça, c'est le principal enjeu majeur qu'il va falloir peut-être mettre une loupe là-dessus pour mieux comprendre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose par rapport à la démocratie mauritanienne, c'est que vous avez des institutions qui sont, quand elles ne sont pas inexistantes, elles sont fragiles. Et vous ne pouvez pas soutenir l'idée selon laquelle une démocratie existe dans un pays s'il n'y a pas d'institution. C'est se leurrer en quelque sorte, c'est se gourer en réalité. Donc, pas d'institution, pas de démocratie. Je pense que le chemin pour la Mauritanie à atteindre la démocratie, c'est vrai, il y a eu une certaine volonté. Il y a quelques années, la Mauritanie suscitait énormément d'espoir par rapport à la question démocratique, avec Mohamed Ould Taya et j'en passe, mais avec le destin tragique qu'on lui connaît, on sait que la Mauritanie n'est pas du tout prête. Troisième sujet de cet après-midi, tuerie à Belgrade, forte mobilisation contre les violences. La violence prend de plus en plus de l'ampleur, c'est devenu à un autre degré et on constate que ces mots... Alors, je vous pose la question de savoir, M. Bada, est-ce que ces mouvements de contestation à répétition ne cacheraient-ils pas un véritable malaise profond dans ce pays de l'ex-Yougoslavie? Oui, mais quand on constate que les tueries sont fréquentes et que l'État n'arrive pas à juguler ce genre de choses, il faut se poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations criminelles. Quelle est la place de ces organisations criminelles au sein de l'appareil étatique? Est-ce que le fait que ces organisations criminelles financent peut-être, c'est l'État dans une certaine mesure, n'amène pas l'État à fermer les yeux sur ces tueries tous azimuts auxquelles nous assistons aujourd'hui? Les Yougoslaves sont fatigués de la situation dans leur pays et c'est pour ça qu'ils font des marches. Mais au-delà des marches, la question qu'il faudrait se poser et que tout individu lambda devrait prendre à bras le corps, c'est à quoi nous assistons? Pourquoi est-ce que nous vivons cela? Et une fois qu'on aurait trouvé des réponses à ces questions, on ferait un pas en avant. Parce que un État de l'ex-Yougoslavie qui aujourd'hui se retrouve dans cette situation, connaissant un peu l'histoire de cette région de l'Europe et prenant en compte le fait que ce n'est pas une région qui est forcément occidentalisée parce que les Occidentaux n'ont pas tôt fait d'avoir la maîtrise de cette zone-là, il faut se rendre compte que c'est aussi peut-être une manière de revenir sur la scène. Parce qu'une fois qu'il y aura assez de drames, et ça c'est pas dans nos pays avec le terrorisme, quand vous avez assez de drames, ils vont se proposer comme des pompiers, et quand ils vont venir comme des pompiers, ils seront chez eux. S'il y a des ressources minières qu'ils ont toujours lorgnées, ils vont venir les chercher. Donc nous sommes dans un mouvement qui peut être un mouvement social normal et spontané, mais qui peut être provoqué également parce qu'il y a des buts inavoués derrière cette réalité que nous percevons. Nous faisons toujours l'effort de ne pas seulement regarder ce que nous voyons, mais d'essayer de voir au-delà de ce que nous voyons, parce que le monde tel que nous le voyons aujourd'hui est illusoire et manipulateur. Voilà, Hamzat Abdoulaye, vous êtes expert en relations internationales et dans ce dossier, dans ce sujet serbe, il y a certains analystes et observateurs internationaux qui estiment que ces nombreuses violences pourraient également trouver source aux nombreuses suspicions qu'on observe au niveau de la classe politique serbe depuis la chute de l'ex-Yougoslavie. Est-ce que vous êtes forcément d'avis? Alors, moi, je trouve la source de tous ces problèmes dans deux choses. La première chose, j'ai souvent pour l'habitude de dire, après 1945, trois choses ont été mal gérées. La mondialisation, la décolonisation et la chute du mur de Berlin. Vous savez, le mur de Berlin séparait en quelque sorte l'Est et l'Ouest, qui étaient en plein
en pleine crise, je vais dire, pleine crise politique, diplomatique, économique, une crise d'affrontement en quelque sorte. Et la chute du mur de Berlin a ouvert les yeux au monde par rapport à beaucoup d'autres choses qui se passaient à l'Est, qui n'étaient pas visibles du côté de l'Ouest. Et la chute du mur de Berlin a orchestré... la chute du mur de Berlin étant mal gérée, a orchestré la mort de la RDA, la République démocratique de l'Allemagne, qui était de côté est. De l'Allemagne, qui était divisée en deux. Directement rattaché à l'URSS. Hein? Exactement. Ainsi que tous ces autres États de cette partie Est qui, du jour au lendemain, ont eu accès à l'Ouest, qui ont eu accès à ce que c'est que la démocratie, qui ont eu accès au vote, qui ont eu accès sans préparation. Et c'est là où je souligne en réalité la mauvaise organisation de cette chute du mur de Berlin. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de planification. Et il y a eu ensuite les guerres qui s'en ont suivi. La guerre yougoslave, comme l'a appelé mon confrère, et ceux qui restent dans les espoirs, dans les esprits, pardon. La Yougoslavie a été divisée, a été fragmentée. Vous avez la Serbie, vous avez la Bosnie, vous avez le Monténégro. Et c'est ça le véritable problème de l'Est. L'Est n'est pas arrivé véritablement à s'adapter à cette chute du mur de Berlin à cause de plusieurs problèmes qui sont liés notamment à leur mode de pensée, à leur mode de fonctionnement et à leur type de vision de ce que c'est que la politique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est bien entendu la montée du populisme et du nationalisme. Vous savez, depuis plusieurs années, la tendance, elle est là, en réalité, au populisme, au nationalisme. Vous avez ces populations qui revendiquent plus de pouvoir, d'autorité, qui sont fermes contre l'immigration, qui ne veulent pas d'une intégration des autres peuples étrangers. Et on ressent encore que la chute du mur de Berlin a toujours été mal organisée, en sorte que les populations de l'Est n'acceptent pas toujours les populations de l'Ouest, ou encore les populations venues d'ailleurs, comme les Africains, et j'en passe. Donc, montée du populisme qui a laissé une sorte de légitimité à ceux qui sont des acteurs de la violence au sein des régions, qui portent des armes, qui ont l'autorisation d'ailleurs pour porter ces armes, et qui sont acteurs de violence comme ils le souhaitent. Et vous savez, ces violences qui se déroulent en Serbie marquent une chose très importante: le populisme, le nationalisme cache en réalité un crime qui n'est peut-être pas développé à l'heure où je parle, mais ça cache une légitimité vers le désordre, vers le chaos, vers le crime légalisé ou légitimé d'une façon ou d'une autre par l'État, qui devient plus faible, puisque ces populistes, ces nationalistes estiment que leur gouvernant est beaucoup trop faible pour gérer les crises à l'intérieur des pays, et ils s'auto-défendent comme ils l'entendent, en mettant en place des milices, en mettant en place des polices. Et comme on sait que le passé serbe est toujours ancré dans toutes les têtes et dans toutes les mémoires, ça va être vraiment difficile pour les gouvernants actuels de pouvoir casser cette dynamique. Ce qui est certain, et je finis là-dessus, c'est que l'option du populisme, l'option du nationalisme, l'option de se retrancher sur soi-même ne sera jamais une porte de sortie face aux défis de notre 21e siècle. Alors, Ade Badal, la campagne de désarmement lancée par le président serbe, est-ce que vous croyez que cette campagne pourra vraiment porter ses fruits, quand on sait que c'est un pays où nous avons énormément d'armes et nous avons énormément de milices? A priori, non. Également des milices pro-gouvernementaux. Oui, a priori, non, parce que celui qui est armé se sent fort. Sans son arme, il va se sentir faible. Il n'est pas enclin à donner son arme. Il va dire non, je ne donne pas mon arme. Et avant de pouvoir lui demander son arme, il faut déjà il faut le convaincre de ce qu'il faut lui donner l'arme, lui trouver des solutions de rechange, lui obtenir une situation économique meilleure où il pourra se sentir suffisamment à l'aise et autonome, et lui montrer que ceux qui l'entourent ne sont pas un danger pour lui. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, c'est de l'utopie que de dire qu'on va retirer les armes et que cette campagne aura du succès. Maintenant, est-ce que l'État même a les moyens de pouvoir mener cette campagne à terme? Ce n'est pas évident. Parce que il faut remarquer que les pays de l'Est n'ont pas hérité de grand chose et que leur situation économique n'est pas enviable. Nous parlons de l'Afrique.
mais certains pays africains se sentent encore mieux que certains pays de l'Est. Ce n'est pas pour insulter les gens, mais pour rappeler une réalité que bien dans notre malheur, on a plus malheureux que nous. Donc, et ces pays, le président yougoslave ou de l'ex-Yougoslavie, Serbe plutôt, c'est une partie de l'ex-Yougoslavie. Okay. Le président serbe, il a fort à faire, et s'il n'a pas le soutien de ses autres confrères, notamment de l'Europe occidentale, qui veuillent bien l'écouter et veuillent bien le soutenir, si bien sûr ils ont des intérêts dans son pays, sinon c'est mort. Il n'y a pas... Cette campagne, c'est un mort-né, quoi. Il faut... Merci à vous, Adebada. C'est toujours bien de savoir que chez nous aussi, c'est humide, hein, comme dirait l'autre. Ceux qui croient que c'est pas humide chez nous, Fadebois, non, c'est humide chez nous. Dernier sujet de cet après-midi. Colombie, vive polémique autour de la tournée africaine de la vice-présidente de Colombie, Afrique du Sud, Kenya, Éthiopie. Voilà les pays visités par la vice-présidente de Colombie. Comprenez-vous quelque chose à ce choix? Oui, je peux comprendre. L'avenir, c'est l'Afrique. On ne cesse de le dire depuis plusieurs années. L'avenir, c'est l'Afrique en termes de démographie. L'avenir, c'est l'Afrique en termes d'économie, parce qu'on sait que les ressources de l'Afrique sont multiples. L'avenir, c'est l'Afrique aussi, parce que en termes d'organisation, en termes de politique, on a tout fait de sous-estimer cette force politique, cette dynamique sociopolitique de l'Afrique. Aujourd'hui, beaucoup d'États réalisent en réalité que l'Afrique reste un pilier sans lequel on ne pourra pas composer dans les années à venir. L'Afrique est en réalité ce qu'était la Chine au monde il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a 20 ans, la Chine était, oui, on peut sous-estimer. Bien sûr, les historiens se divisent sur la question, est-ce que c'est dans les années 90, est-ce que c'était il y a 40 ans ou c'était il y a 20 ans. Mais la véritable mutation de la Chine, c'est il y a 20 ans. C'est-à-dire, à l'entrée du 21e siècle, la Chine a explosé littéralement tout ce qui incombe comme baromètre social, économique, politique, et j'en passe. Donc, l'Afrique est aujourd'hui ce qu'était cette Chine il y a 20 ans. Et c'est là où on atteint le carrefour de tout, en réalité. Si la Colombie trouve en Afrique un potentiel futur, moi je donne un pouce vert à cette visite. Par contre, ce que je comprends pas, c'est bien entendu la réaction face à cette visite qui n'a coûté d'ailleurs que 300 000 euros. 350 000 euros. Donc pour moi, pas beaucoup. Ce qui n'est pas énorme en réalité. Si on parle d'un investissement pour l'avenir, si on parle d'un voyage qui a mis en place des universitaires, donc l'éducation, pour certainement tenter un brassage lié à l'éducation et à l'université. Si vous avez un voyage qui met aussi les rouages diplomatiques, économiques et sociaux également pour créer une sorte de pont entre la Colombie et ses États africains, mais où se situe le problème? Je trouve, et ça rejoint mon opinion par rapport au sujet précédent, la montée du populisme et du nationalisme, ça ne fait du bien à personne. Et vous allez le voir, ceux qui ont tenté la chose, ceux qui ont essayé, ne fût qu'un temps soit peu, de s'essayer au nationalisme, au populisme. Vous avez vu, le résultat a été désastreux. Le Brésil, par exemple. Le Brésil aujourd'hui n'est toujours pas uniforme. Ouais. On a un Brésil qui est divisé, qui est fragmenté et qui est toujours sur les béquilles. Les États-Unis de Donald Trump, vous avez vu l'expérience du populisme, ce que ça donne. Ça donne un État fragile. Et ça met aussi vos institutions sous une fragilité qui ne disent pas son nom. Vous l'avez vu hein, lors de la précédente élection présidentielle, la montée du populisme a fait en sorte que des citoyens, des malades mentaux, en réalité, ont voulu prendre d'assaut une institution de la République, ce qui est quand même assez folle comme idée. Donc, le nationalisme n'est pas la porte de sortie. Merci beaucoup. On t'aura compris. Non, je finis. Non, tu vas pas finir parce que il y a encore une question pour toi. Alors, Monsieur Bada, dites-nous un peu. On constate que au niveau de la droite colombienne, ils étaient foncièrement contre cette tournée de la vice-présidente de Colombie. Francia Marquez. Oui, mais alors, à côté de ça, est-ce que c'est quand même pas, malgré
toutes les explications, malgré tout le décryptage qu'Hamzat venait de faire, mais est-ce que c'est quand même pas une visite qui intrigue ce soudain intérêt de la Colombie pour l'Afrique? Non, écoutez, je pense que Francia Marquez a pour elle le fait d'être afro-colombienne. Un. De deux. Il y a eu une vidéo virale qui est passée sur les réseaux sociaux il y a quelques temps où on montrait comment on initiait des petites Colombiennes au Fa. Ce qui ne se fait même pas en Afrique encore. Et les petites filles à 7 ans, 8 ans peuvent vous donner les noms des signes du Fa. Ça, c'est pour dire que au niveau de la société colombienne, il y a un retour subtil aux sources africaines. Et peut-être que ça dérange certaines personnes de se rendre compte que ces gens ont gardé leur identité et voudraient revenir à leurs sources. Elle est afro-colombienne, donc c'est normal qu'elle veuille revenir chez elle pour voir de quoi il retourne. Mieux, l'avenir, c'est l'Afrique. Le demain, c'est l'Afrique. Et le demain, c'est maintenant. Si vous ratez le coche à partir de maintenant, vous ne pourrez pas rattraper l'Afrique. Les Russes l'ont compris, les Chinois l'ont compris, les Occidentaux l'ont compris, et même la France qui a fait la peu le beau temps à travers le colonialisme essaye, même si c'est maladroitement avec des subterfuges, de nous montrer qu'aujourd'hui, on est en train de ramener la balle à terre pour que l'Afrique soit respectée comme cela se doit. Donc, je trouve normal que la dame fasse ce déplacement, qu'elle vienne déjà même avec des chefs d'entreprise, des investisseurs, parce que chacun doit avoir sa part d'Afrique pour aller de l'avant. Mais c'est à nous les Africains de dire oui ou non à qui nous voulons et de pouvoir faire de l'Afrique une Afrique prospère pour nous et pour tous. Parce que si nous faisons faire, demain, ils nous ont donné la Bible, le Coran, et ils ont pris nos terres. Mais demain, ils vont prendre nos esprits si nous ne faisons pas attention. Voilà, elle est âgée de 41 ans. Certains universitaires colombiens n'ont pas manqué de dire qu'elle est quand même le joker du président Gustavo Petro, parce qu'elle a quand même fait en sorte que les jeunes puissent massivement voter pour lui pendant la dernière présidentielle. Oui, peut-être elle est la cible aussi de ces mauvaises langues, je vais dire, de ces mauvaises langues politiciennes aussi qui voient en elle une figure importante pour l'avenir de la Colombie. Et ça, vous savez, l'opposition colombienne est une opposition qui est assez organisée et assez clivante par rapport à certaines questions. Donc, ils vont tout faire pour saquer sa popularité, ils vont tout faire pour saquer ses sorties, ce qui peut se comprendre. Mais ce qui ne peut pas se comprendre, en revanche, et je vais en pointer peut-être le proverbe africain malien, Bambara, on ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence. Et ça, si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tour du monde en 52 minutes de ce lundi. J'ai reçu pour vous Adebada, juriste, et Abdoulaye Hamzat, expert en relations internationales. Nous sommes allés en Afrique du Sud où nous avons parlé des armes, où nous avons parlé de la vente des armes à la Russie. Washington qui pointe un doigt accusateur vers Pretoria. Nous sommes allés en Mauritanie où nous avons parlé des législatives et des locales. Est-ce que c'est un test grandeur nature pour le pouvoir en place? Vous avez écouté les deux intervenants cet après-midi qui n'ont pas raté l'occasion de dire oui. Du côté de la Serbie, nous avons parlé des tueries à Belgrade où nous avons assisté à une forte mobilisation contre les violences. À ce sujet également, Hamzat a reconnu que les violences que l'on observe aujourd'hui au niveau de la Serbie puisent leur origine bien plus lointain que la chute de l'ex-Yougoslavie. Et nous avons terminé par la Colombie, où nous avons parlé de la vive polémique autour de la tournée africaine de la vice-présidente de Colombie. À ce sujet, Adebada a tout simplement parlé du retour aux sources. Et Hamzat Abdoulaye estime que l'avenir du monde, c'est en Afrique. Les Russes l'ont compris, les Chinois l'ont compris, bref, tout le monde l'a compris. Certainement, peut-être pas les Africains qui ne l'ont pas encore compris. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous lundi prochain quand il sera 16h30.